Vous vous rappelez que pour une fonction inversible, f rond f moins 1 de x est égal à x. En particulier pour f sinus x, vous aurez donc sinus arc sin de x est égal à x. Jusque-là, tout va bien. Appliquons donc à pi, sinus arc sin de pi est égal à pi. Ah, oh, c'est faux. La réponse correcte, c'est sinus arc sin de pi est égal à 0. Pourquoi? Parce que la fonction sinus x est une fonction périodique, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez même constater que les valeurs se répètent. Par exemple, là, j'ai mis tous les x qui vont donner sinus de x égale à 0. Donc, elle n'est pas injective. Et elle ne remplit pas les conditions d'inversibilité. Pour qu'elle remplisse ces conditions d'inversibilité, il nous faut se restreindre à l'intervalle 0π sur 2. C'est là où la fonction est strictement croissante et continue, donc elle est inversible, et c'est de là où est née la fonction arc sin de x. Aujourd'hui donc, on va découvrir comment naissent les fonctions arc sin, arc cos et arc tangente, et pourquoi elles sont beaucoup plus subtiles qu'elles n'ont l'air. Bienvenue sur Be in Math. Alors avant d'entrer dans les détails, on va d'abord se rappeler les résumés des parties précédentes. Voilà ce qu'on a vu en partie 1. Voilà ce qu'on a vu en partie 2. Voilà ce qu'on a vu en partie 3. C'est sur les fonctions réciproques. La condition d'inversibilité. L'existence de f-1. Les graphes sont symétriques par rapport à y égale à x. Et voilà ce qu'on a vu en partie 4, la racine énième et la puissance rationnelle. Alors on va commencer cette partie par la dérivée d'une fonction réciproque. C'est ce qui nous manque pour pouvoir définir arc sin, arc cos et arc tangent. Alors une fonction qui remplit les conditions d'inversibilité, c'est-à-dire strictement monotone, et continue sur l'intervalle i, si elle est encore dérivable en un point de l'intervalle i, tel que le nombre dérivé en a, c'est-à-dire f' de a, soit différent de 0. Alors, si ces conditions sont remplies, la fonction f-1 est dérivable sur j vers i. Et le nombre elle est dérivable bien sûr en p, qui est égal à f de a. Et f-1 de p, c'est tout simplement 1 sur f' de a. Généralement, f' de x, f'-1 de x, c'est 1 sur f' de f-1 de x. Maintenant qu'on a vu ce théorème qui va nous permettre de déterminer la dérivée de la fonction inverse, ou plutôt la fonction réciproque, il nous faut maintenant le démontrer pour s'en assurer. Alors, comme nous le savons, f-1, ça c'est tout simplement, nous savons que f de rang f-1, alors f'-1 de x, ça sera x, pour x appartenant à i. Alors, on dérive donc les deux membres des deux côtés. Alors, si vous dérivez x', si vous la dérivez, elle vous donne 1. Si vous dérivez aussi la dérivée ici de la composée, bon, en général la dérivée de la composée, c'est f' rond g fois g', c'est-à-dire voilà la dérivée de la deuxième fonction. Alors c'est comme ça. Donc autrement dit, c'est f' de g fois g'. Donc voilà, c'est comme ça. Donc alors ça sera donc, on va dériver donc f' rend f-1 fois f-1' de x. Alors de ce fait, vous n'avez qu'à diviser 1 par f' de f-1 de x pour obtenir f-1 dérive' de x, la dérivée de f-1. D'où la formule générale et aussi d'où l'importance que f' de x ne doit pas être nul. Parce qu'on va diviser, ici on devrait éviter la division par 0. On peut donc faire la connaissance, on a le matériel nécessaire pour faire la connaissance de nos fonctions trigonométriques réciproques. On commence donc par arc sin de x.
Alors, pour arc sin de x, l'intervalle i serait l'intervalle moins pi sur 2, et l'intervalle j serait moins 1, 1. On a déjà parlé dans, à l'introduction pourquoi il faut choisir moins pi sur 2, Parce que c'est là où, tout simplement, la fonction sinus, c'est-à-dire la restriction de la fonction sinus sur i, la restriction de sinus sur i, c'est là où elle est continue et strictement croissante. Et donc elle remplit la condition de l'inversibilité. Elle est donc inversible de i vers l'image de vers j qui est l'image de i. Donc ici ça sera sinus i. L'image de i donc c'est l'intervalle moins 1, 1. Nous savons que le sinus c'est entre moins 1 et 1. Alors bien sûr donc elle a une réciproque. Sinus moins 1 on va l'appeler sinus moins 1 de x, la réciproque de sinus on va l'appeler arc sin de x. Et arc sin de x serait donc comme comme pour la fonction sinus, elle serait donc continue et strictement croissante. Ainsi donc maintenant on sait que la fonction, on sait qui est la fonction arc sin, on sait qu'elle est strictement, on sait qu'elle est sa monotonie, on sait qu'elle est continue, on sait qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. En fait, son intervalle moins 1, 1, son domaine de définition c'est moins 1, 1. Donc il n'y a pas de borne ouverte, donc pas la peine de chercher des limites aux bornes. Par contre, l'image de l'intervalle, on rappelle que l'image de arc sin, c'est l'image de cet intervalle. Donc en fait, c'est puisque arc sin est croissante, donc ça sera arc sin de moins 1 et arc sin de 1. On a fait ça en partie précédente. Je vais mettre ça, je vais mettre en description son lien. Alors arc sin moins 1 c'est moins pi sur 2. Et arc sin de 1, c'est pi sur 2. Arc sin, c'est une fonction impaire. Tout simplement parce que arc sin de moins x, c'est égal à moins arc sin de x. Et sachant que x, pour tout x, bien sûr, de moins 1 à 1, moins x appartient à moins 1 à 1. Voilà les propriétés particulières de arc sin. Pour la dérivée, en appliquant la formule le théorème qu'on a vu au début. Donc voilà, ça, la dérivée de arc sin de x, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Et c'est supérieur à 0, quel que soit x appartenant de moins à moins 1, 1. Donc c'est toujours positif, notre fonction est croissante. Voilà, donc on a tous les ingrédients, maintenant on peut tracer le graphe. Donc voilà, là, envers c'est, envers c'est sinus. Elle est croissante et continue, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Son inverse, ou plutôt sa fonction réciproque, c'est arc sin de x. Elle est symétrique par rapport, ils sont symétriques par rapport y égale à x. On passe maintenant à arcos. Alors pour l'arcos, cette fois l'intervalle c'est 0 pi. L'intervalle de départ c'est 0 pi. Son image c'est moins 1, 1. En effet, la fonction, ou plutôt la restriction de cos sur l'intervalle 0 pi est une fonction continue et décroissante. Elle est continue et elle est strictement décroissante sur i. Ça à savoir sur 0 pi. Donc, puisque j, j c'est moins 1, 1, c'est là, c'est cos de 0 pi. Alors, cos bien sûr, donc voilà les deux conditions, puisque c'est continu, c'est décroissante, elle vérifie les conditions d'inversibilité. Donc cos moins 1 existe. L'inverse, c'est-à-dire l'inverse de cos existe. Alors cet inverse, on va l'appeler arc cos de x. Et nous savons qu'il est aussi continu et strictement croissant sur j. Alors, si y égale arc cos de x, pour x appartenant à moins 1, 1, ça veut dire que cos y est égal à x pour y appartenant à 0 pi. On efface et on continue. Donc voilà la définition de arcos. Le domaine de définition de arcos, c'est moins 1, 1. C'est normal, nous avons défini que c'est la réciproque de cos qui est définie sur 0 pi. Alors l'image de arcos avec la fonction, l'image du domaine moins 1, 1, plutôt de l'intervalle moins 1, 1 avec arcos, c'est tout simplement arcos de moins 1, 1. Puisque arcos est décroissante, alors ça sera arcos de 1, arcos de moins 1. Arcos de 1 c'est 0, puisque cosinus de 0 est 1, et arcos de moins pi, et arcos de moins 1 c'est pi, puisque cosinus pi c'est moins 1. Alors là, la fonction arcos n'est ni paire, ni impaire, ni paire.
contrairement à sa réciproque qui est cos, qui est une fonction paire. Alors, pour la dérivée, la dérivée de arc cos prime, c'est moins 1 sur 1 racine carrée de 1 moins x au carré. On a appliqué le théorème qu'on a vu au début. Elle est, par définition, elle est négative, comme vous pouvez le voir, comme on peut le constater pour n'importe quel x de moins 1. Et puisqu'elle est négative, donc, la fonction arc cos serait par conséquent décroissante. Puisqu'elle est décroissante, donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour tracer le graphe. Donc comme on peut le constater, cosinus à partir de 0 à pi, elle est décroissante et continue. Donc sa réciproque, qui est la symétrique par rapport à y égale x, elle est également décroissante. Et là nous avons une propriété fondamentale pour arc sin et arc cos. C'est un peu entre les deux. C'est aussi une fonction fondamentale de arc sin, comme elle est fondamentale pour arc cos. Alors, qu'est-ce qu'il dit la fonction? Qu'est-ce qu'il dit plutôt cette propriété? Arc sinus x plus arc cos de x égale pi sur 2. Ici pour x appartenant à moins 1, bien sûr. Alors, on va poser que x c'est sinus y. Et on sait que on va poser x c'est sinus y. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Arc sin de x serait arc sin sinus y. Et pour arc cos de x, elle deviendra arc cos sinus y. Sauf que là, c'est pas arc cos n'est pas l'inverse de sinus. Plutôt, c'est l'inverse de cosinus. Alors, il faut transformer sinus y en cos. On le sait. Nous savons que sinus y, c'est cosinus pi sur 2 moins y. À la place de sinus y, on aura donc cos pi sur 2 moins y. Et alors là, arc cos peut agir sur cos et ne laisser que pi sur 2 moins y. Alors qu'ici, arc sin agit sur sin, elle va donner y. Alors y plus pi sur 2 moins y, il ne reste plus que pi sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Si vous êtes encore là, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des exercices et des exercices d'application de cette formule. Maintenant, il ne reste plus que notre fonction arc tangente, la dernière. Alors pour l'arc tangente, cette fois l'intervalle de départ serait moins pi sur 2 ouvert, pas fermé comme arc sin. Pour arc tangente, c'est ouvert. Et l'ensemble d'arrivée, ça sera l'intervalle, ça sera l'ensemble R lui-même. Mais je préfère quand même qu'on le note comme ça. Moins l'infini plus l'infini. La notation sous forme d'intervalle, ça explique la notion d'image. Pour reprendre la notion d'image de l'intervalle. Alors la fonction restriction, c'est-à-dire tangente restreinte à moins pi sur 2, elle est inversible. L'inverse, c'est-à-dire la fonction inverse, et elle est inversible de J, qui est l'image par tangente de l'intervalle I, sur I, vers I. Alors, Y est égal, c'est Y égale à arc tangente de X, pour Y un réel qui est égal à arc tangente de X, ça veut dire que tangente Y égale X avec Y dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, donc, quel est le domaine de définition de arc tangente? On l'a compris, c'est l'image de moins l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est l'image de moins pi sur 2, pi sur 2. Et comme je l'ai déjà dit, voilà comment les limites en borne de moins l'infini plus l'infini, bien sûr, les limites de les limites de arc tangente dans moins l'infini et dans moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Limite de arc tangente dans plus l'infini, c'est pi sur 2. On verra ça plus clair. Arc tangente, bien sûr, c'est une fonction impaire, puisque pour tout x de moins 1, moins x est dans moins 1, et arc tangente de moins x, c'est égal à moins arc tangente de x. La dérivée, maintenant il ne manque plus que la dérivée. La dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Et elle est toujours positive, quel que soit x dans R. Ainsi, puisqu'elle est toujours positive, par conséquent, arc tangente serait croissante de moins pi sur 2 vers pi sur 2. Voilà ce qu'on donne le graphe de arc tangente. Voilà la fonction tangente en vert. Elle est, bien sûr, puisqu'elle tend vers l'infini, vers moins l'infini, puisque la limite de tangente est moins l'infini quand x tend vers moins pi sur 2. Voilà donc, ça c'est nous sommes devant une asymptote verticale. Nous sommes devant une autre asymptote verticale en pi sur 2, puisque limite de tangente
quand x tend vers p sur 2, c'est plus l'infini. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, elle est croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, arctangente serait de même, elle serait croissante. Et ça, c'est confirmé par le tableau de variation qu'on vient de voir. Elle est croissante de moins, elle est croissante de moins l'infini vers plus l'infini. Nous avons des asymptotes horizontales, puisque la limite de arctangente vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Et la limite de arctangente vers moins pi, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Il ne manque plus que cette propriété remarquable pour arctangente. Alors, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, ça donne pi sur 2. Alors, pour le prouver, on va prendre y, tangente y c'est x. On va poser que tangente y c'est x. Alors, arctangente de x serait donc arctangente de tangente y. Donc, c'est déjà arctangente va agir sur tangente dans la prochaine étape. Et arctangente de 1 sur x, c'est arctangente de 1 sur tangente y. Nous savons que tangente pi sur 2 moins y, c'est... Alors, nous savons que tangente pi sur 2 moins y, c'est 1 sur tangente y. Alors, 1 sur tangente y, on va la remplacer par tangente pi sur 2 moins y. Alors, ça sera arctangente de tangente pi sur 2 moins y. Alors, les arctangentes vont agir sur les tangentes. Qu'est-ce qui reste? Arctangente tangente y, il reste y. Et là, il va rester pi sur 2 moins y. Pi y moins y, ça fait 0. Donc, il ne reste plus que pi sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. On continue, donc, voilà. Pour arctangente de x, alors, pour le cas négatif, cette fois, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. Alors, cette fois, on va poser que x est égal moins y. Alors, puisqu'on a posé x égale moins y, et nous savons que x est négatif, alors y serait positif. Pourquoi nous avons besoin de cette condition? Alors, pourquoi nous avons besoin de cette condition? Ben, tout simplement parce qu'on va appliquer la condition, on va appliquer la propriété précédente. Et je vous rappelle la propriété précédente. Alors, elle nous dit que pour x positif, qu'est-ce qu'on a? On a arctangente de x plus arc tangente de 1 sur x, elle vaut pi sur 2 pour x positif. Alors ici maintenant c'est y, nous avons y. Alors arctangente de x va devenir arctangente de moins y, et arctangente de 1 sur x va devenir arctangente de 1 sur moins y. On va jouer sur la parité de arctangente. Nous savons que arctangente est impair. Alors nous savons arctangente est impair. Alors ça deviendra moins arctangente de y, et ça deviendra moins arctangente de 1 sur y. Jusque là tout va bien. Alors moins arctangente, alors bien sûr on va sortir le moins des parenthèses. Alors arctangente de y, on aura donc arctangente de y plus arctangente de 1 sur y. Alors qu'est-ce qu'on a? Mais avec y positif. D'après ça. Alors puisque y est positif et nous savons l'identité précédente, qu'est-ce qu'elle nous donne? L'identité précédente, alors cette identité, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne que arctangente de y plus arctangente, alors ça, ça vaut pi sur 2. Ben voilà, moins avec le moins qui est à l'extérieur, alors ça sera moins pi sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc avec cette propriété, avec cette formule importante, cette propriété remarquable, notre séance est terminée. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez, partagez. Vous avez encore des ambiguïtés ou des questions, ou vous voulez nous demander de faire quelque chose en particulier, demandez-moi. La rubrique commentaires existe pour ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Be In Math. Activez les notifications pour ne pas rater les nouveautés de Be In Math. Et d'ici jusqu'à la prochaine nouveauté, portez-vous bien. À bientôt.